Bien, monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure spéciale, madame la présidente, mesdames, messieurs, chers collègues, nous procédons donc aujourd'hui à une audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de notre commission en application du deuxièmement de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances sur l'adaptation du parc nucléaire au changement climatique. L'impact environnemental du nucléaire et son rôle dans la lutte contre le changement climatique font l'objet de nombreux débats, c'est rien de le dire. Cependant, la question inverse est beaucoup moins posée. Quelles sont les conséquences du changement climatique sur la production d'électricité et la sûreté nucléaire? La canicule de l'été dernier, qui a failli conduire à l'arrêt de plusieurs centrales sur notre territoire, montre qu'il s'agit là d'un enjeu majeur. C'est la raison pour laquelle nous nous interrogeons aujourd'hui sur les modalités d'adaptation du parc nucléaire français et les coûts d'investissement que celle-ci représente. Nous recevons donc Madame Annie Poder, présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes, qui nous présentera les principales conclusions de l'enquête réalisée par les magistrats de la Cour. Pour nous éclairer sur le sujet et répondre aux observations de la Cour et du rapporteur spécial, sont également présents M. Rémi Cateau, directeur des centrales nucléaires à l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, ainsi que Mme Catherine Albas, directrice, j'ai un petit doute sur la prononciation, vous m'excuserez, mais vous le corrigerez, directrice du projet ADAPT à la direction production nucléaire et thermique à EDF. Après avoir entendu Mme Poder, notre collègue Christine Lavarde, en sa qualité de rapporteur spécial, présentera les principaux enseignements qu'elle tire de cette enquête. À l'issue des débats, je demanderai aux membres de la Commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes. Je rappelle à chacun que cette audition est retransmise sur le site Internet du Sénat. Ceci étant dit, je laisse tout de suite la parole à Mme Annie Poder, peut-être pour une vingtaine de minutes, si elle le veut bien. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, vous nous avez saisis, Monsieur le Président, par lettre du 18 janvier 2022 de cette demande d'enquête sur l'adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires. Nous vous en remercions. Et c'est un honneur d'ailleurs de pouvoir présenter devant vous aujourd'hui les principales conclusions de nos travaux que vous avez d'ailleurs parfaitement introduits et je vous en sais gré. Je vais rappeler brièvement le contexte et l'objet du rapport avant de vous présenter, parce que c'est l'essentiel, nos principaux constats et recommandations. Ce rapport fait suite à plusieurs travaux de la Cour des comptes sur le nucléaire civil. Je cite l'aval du cycle du combustible nucléaire, l'arrêt et le démantèlement des installations nucléaires, déjà à la demande du Sénat, on vous en sait gré là aussi, et plus récemment la filière EPR. Cette nouvelle enquête a donné lieu à plusieurs échanges avec Madame la sénatrice Christine Lavarde, rapporteure spéciale, au début, en milieu d'enquête et enfin pour la restitution, et je la remercie de sa disponibilité. L'instruction s'est déroulée entre février et octobre 2002 avec 2 visites sur site importantes, la centrale de Nogent-sur-Seine et le centre de recherche du groupe EDF à Chatou. Pour les personnes rencontrées, je vous renvoie à l'annexe 1, parce que ça peut toujours être utile pour vous. La contradiction s'est déroulée entre novembre et décembre 2022. Elle a été très riche, très intéressante. Le projet de communication a été délibéré le 18 janvier 2023 au sein de la deuxième chambre, puis validé le 31 janvier 2023 par le comité du rapport public et des programmes. Cette enquête s'inscrit dans un contexte particulier dont je rappelle les traits saillants. D'abord, une prise de conscience des impacts du changement climatique, prise de conscience accélérée, sans doute à la suite du 6e rapport du GIEC publié début 2022, mais surtout à la suite de l'été 2022 avec ses épisodes caniculaires. Deuxième élément de contexte important, l'annonce du président de la République à Belfort au mois de février 2022 d'un plan de relance du nucléaire. C'est quand même un élément fondamental. Et parallèlement, troisième élément très factuel,
une baisse historique de la production nucléaire en 2022, compte tenu des arrêts pour contrôle de la sûreté liés aux défauts de corrosion sous contrainte. Et d'ailleurs, récemment, on a encore découvert une nouvelle fissure sur Penly qui nécessite à nouveau des réexamens, y compris par l'ASN, et qui reporte la remise en exploitation. Des éléments d'actualité législative, j'en veux pour preuve d'ailleurs que votre Assemblée a adopté en première lecture le 24 janvier dernier le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction des nouvelles installations nucléaires. Et nous nous préparons, dans le cadre de la future stratégie française énergie-climat, la fameuse FEC, à ce que vous examiniez, vous, une loi de programmation énergie-climat qui sera suivie de la nouvelle stratégie nationale bas carbone, du nouveau plan d'adaptation au changement climatique et de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Tout ça va s'enchaîner dans les 24 mois à venir. Autre élément introductif, alors plus de fond cette fois, les conséquences du changement climatique vont affecter et affectent déjà à des degrés divers mais croissants les réacteurs du parc national actuel. Mais je le dis un peu solennellement, il affectera encore plus les projets de construction des nouveaux réacteurs susceptibles d'entrer en service à partir de 2035. Alors, comment se manifeste ce changement climatique sur les réacteurs? Eh bien, on a distingué finalement 3 cercles concentriques. Ça affecte d'abord les installations elles-mêmes et leur capacité à fonctionner de façon sûre, notamment sur la résistance des matériels, des équipements, mais également, il ne faut pas l'oublier, la compatibilité avec des conditions de travail acceptables pour les personnels sur site. Deuxième cercle concentrique, l'environnement extérieur proche en lien avec l'exploitation et la sûreté. Il s'agit du débit et de la température des cours d'eau, mais également du niveau de la mer pour l'essentiel. Puis enfin, troisième cercle, des conséquences plus périphériques comme le risque accru d'incendie de forêt ou de végétation, ou encore le risque de submersion d'axes routiers à proximité des centrales. Nous avons analysé les 2 premiers cercles. En revanche, les risques affectant la périphérie des centrales ne sont pas traités dans cette enquête parce qu'ils nécessitaient d'autres travaux spécifiques, mais nous y reviendrons dans des rapports à paraître. Mais en tout cas, nous insistons sur la nécessité d'une approche intégrée et territorialisée pour faire face à l'ensemble des conséquences du changement climatique. Dernière mention sur le périmètre, le rapport concerne exclusivement le parc de production nucléaire actuel, à l'exclusion des réacteurs de recherche du CEA, des installations militaires, de même que les installations nucléaires qui sont relatives à la fabrication du combustible, son retraitement, ou encore le stockage des matières et des déchets radioactifs. Toujours au nombre des rappels introductifs, on plante un peu le décor. Le parc nucléaire actuel est composé de 18 centrales qui regroupent 56 réacteurs à eau pressurisée en exploitation, d'une puissance comprise entre 900 MW et 1400 MW selon les paliers, pour une puissance totale installée de 61,4 gigawatts. Pour être un peu concret, il y en a 13 centrales en bord de rivière, 4 centrales en bord de mer, 1 centrale en bord d'estuaire. En tout cas, ce parc, tel qu'il existe actuellement, est très dépendant de la ressource en eau, je le rappelle, parce que c'est le moyen de refroidir les réacteurs. Il existe d'ailleurs 2 types de systèmes de refroidissement, à circuit ouvert et à circuit fermé. Pour la bonne compréhension de tous, je définis un peu ces concepts. En circuit ouvert, l'eau prélevée est utilisée pour refroidir le réacteur, puis rejetée dans son milieu. Les prélèvements sont donc très importants, mais la consommation nette en eau est finalement très faible. Les rejets augmentent en revanche la température des cours d'eau.
C'est une mention importante. En circuit fermé maintenant, ça concerne exclusivement des réacteurs en bord de fleuve. Il y en a 30 qui sont concernés. La quantité d'eau prélevée circule dans l'aéroréfrigérant, donc la quantité prélevée est beaucoup plus faible, mais il y a une évaporation qu'on évalue à 24%, c'était l'évaluation en 2001. S'agissant de l'avenir maintenant, je rappelle que le président de la République a annoncé la construction d'une première tranche ferme de 6 EPR2 de 1650 MW, puis d'une seconde tranche en option de 8 EPR2 en sus, évidemment, de l'EPR de Flamanville, dont nous attendons toujours la mise en service. Voilà. Le présent rapport est structuré très simplement en 2 chapitres. Le premier présente les enjeux climatiques auxquels doit faire face le parc nucléaire actuel et l'organisation mise en place par EDF. Donc c'est un chapitre très contextuel. Le second, en revanche, examine très concrètement comment les dispositifs de sûreté nucléaire prennent en compte le changement climatique, puis analysent les contraintes que fait peser la disponibilité de la ressource en eau sur l'exploitation du parc, et enfin identifient les risques qui affectent les projets de construction des futurs réacteurs. Pour reprendre les points majeurs du rapport, je vous propose de retenir 7 grands constats. J'illustrerai chaque constat par une ou plusieurs diapositives, 2, pas plus, et ensuite je mentionnerai les recommandations qui s'y rattachent. Alors, comment appréhender le changement climatique? Ce qui est certain, c'est que pour le parc actuel, la perspective de prolongation de la durée de vie jusqu'à 60 ans, qui semble prévaloir aujourd'hui, fera fonctionner le parc jusqu'autour de 2045, ce qui l'expose non seulement aux aléas climatiques actuels, mais aussi à leur accentuation au cours des 20 à 30 prochaines années. Par comparaison, les futurs réacteurs, dont la durée d'exploitation pourrait aller jusqu'en 2100, voire au-delà, seront très directement confrontés aux conséquences plus lourdes du changement climatique. Une forte augmentation des températures, une fréquence accrue d'événements climatiques extrêmes, une diminution des débits moyens et des étiages des fleuves et une élévation potentiellement importante du niveau de la mer. Alors, compte tenu de ces éléments, le premier constat que nous faisons, c'est qu'EDF, qui est le seul exploitant, s'appuie fortement sur les travaux du GIEC, en particulier ses 5e et 6e rapports, et que cet appui est partagé par l'ensemble des acteurs du nucléaire en France. C'est complété évidemment par les modèles de Météo France pour la France et les travaux de l'Institut Pierre-Simon Laplace que nous nous sommes efforcés de vulgariser et de mentionner dans la première partie du rapport. Sur les 5 scénarios du GIEC, EDF exclut le scénario le plus optimiste, analyse plus particulièrement le scénario les plus pessimistes, ce qui est d'ailleurs cohérent pour des installations à très longue durée de vie, et mentionne également le scénario médian qui est considéré, et c'est normal, comme le plus probable. Finalement, il reste que ces études et ces projections climatiques sur une échelle de temps très longue, qui sont donc les travaux du GIEC et les modèles développés, sont peu adaptés aux échéances beaucoup plus proches, 10 à 15 ans, qui sont pourtant celles utilisées par l'exploitant pour décider et calibrer des investissements nouveaux lors de chacune des visites décennales des réacteurs. Et la Cour pointe que c'est une des difficultés rencontrées par EDF pour adapter le parc actuel dans une logique économique qui soit optimisée. Deuxième constat. Parmi les multiples conséquences probables du changement climatique, je vous l'ai dit, la disponibilité de la ressource en eau représente sans surprise le principal enjeu pour le parc nucléaire. En fait, le volume d'eau douce prélevé pour satisfaire les différents usages de la population s'élève chaque année à 33,5 milliards de mètres cubes. Un peu plus de la moitié, je dis bien un peu plus de la moitié de ce volume prélevé est destiné au refroidissement des centrales électronucléaires.
Bien évidemment, ce n'est pas de la consommation nette puisqu'elle restitue 98%, c'est-à-dire la quasi-totalité de ces prélèvements, au milieu naturel, à proximité du point de prélèvement, mais, je l'ai déjà mentionné, et c'est un point important, à une température plus élevée. Dès lors, les enjeux liés à la ressource en eau prennent des formes différentes selon qu'il s'agisse des cours d'eau ou des littoraux. Pour les centrales en bord de cours d'eau, ils sont multiples et ils vont aller croissant. La moindre disponibilité de la ressource en eau va accentuer les conflits d'usage, notamment avec l'agriculture, mais aussi le tourisme, d'autres industries et parfois avec la navigation. Le réchauffement des fleuves en amont et en aval des centrales va représenter une contrainte d'exploitation supplémentaire. Et enfin, les niveaux d'étiage vont réduire la capacité de dilution des rejets en aval des centrales. Ce sont des contraintes lourdes. Pour les centrales en bord de mer, en fait, l'enjeu n'est pas l'accès à la ressource en eau, parce qu'il est évident, mais il s'agit au contraire de faire face à la montée du niveau marin et au risque de submersion qui en découle. Il s'agit d'un phénomène plus lent, mais qui concernera surtout les futures centrales situées en littoral dans la seconde moitié du XXIe siècle. Troisième enjeu et troisième constat, les politiques et les organisations mises en place d'une part par l'État, d'autre part par EDF, abordent bien la question de l'adaptation du parc nucléaire au changement climatique. Le sujet est donc bien identifié. Ce n'est pas le cas pour tous les secteurs de l'action publique. Mais de la prise de conscience à la traduction opérationnelle, il faut un petit peu de temps et on en est encore au balbutiement. Pour ce qui concerne l'État, le premier plan national d'adaptation au changement climatique comportait 200 recommandations. C'était 2011-2015. Plusieurs portaient sur l'énergie, l'industrie et incluaient les centrales nucléaires. On n'allait pas très loin. Pourtant, les travaux de Jean Jouzel, qui avait une mission particulière, avaient permis de mettre à disposition des données climatiques détaillées propres à la France et déclinées au niveau régional. Pour ce qui concerne EDF, la direction de la recherche et du développement s'est engagée dès 1990, je redis bien 1990, dans plusieurs travaux autour du changement climatique. Donc, vraiment, une prise de conscience précoce. Mais ce n'est que plus récemment, en 2014, qu'EDF a créé un service climatique en appui des principales directions concernées du groupe. Et depuis l'an dernier, l'EDF met en œuvre un plan d'adaptation au changement climatique, modifiable tous les 5 ans. Concrètement, la direction de la production nucléaire et thermique est représentée à élaborer un projet ADAPT à décliner dans chaque centrale nucléaire, et la direction ingénierie et projet du nouveau nucléaire intègre également dans la conception une analyse de l'impact potentiel du changement climatique. Donc, il y a des progrès, il y a une prise de conscience, il y a des moyens mis en œuvre et des méthodes mises en œuvre. Il manque encore, et nous le soulignons, une approche de l'adaptation plus intégrée, plus territorialisée, qui soit vraiment partagée entre tous les acteurs du nucléaire, en particulier l'État, l'ASN, l'IRSN, avec l'exploitant EDF. Nous y reviendrons plus tardivement. Quatrième constat. Les effets du changement climatique sont pris en compte au titre de la sûreté. C'est un point important et c'est ce point par lequel nous commençons. En fait, la conception initiale des centrales aujourd'hui en fonctionnement sont antérieures à l'émergence même de la notion de changement climatique. Mais les aléas climatiques étaient alors appréhendés à travers la notion d'agression externe naturelle, comme les températures de l'air et de l'eau, les inondations, les étiages. D'ailleurs, les importantes marges retenues à la conception de ces centrales pour la résistance à ces phénomènes ont de fait permis d'intégrer les évolutions climatiques. Progressivement, néanmoins, nous avons pris en compte l'évolution climatique comme un élément clé de la sûreté. Elle est désormais intégrée dans les référentiels imposés par l'autorité de sûreté, qu'il s'agisse des intégrations dans le cadre du grand froid au cours des années 80, des inondations après l'accident du Blayais en 1999 ou encore du référentiel grand chaud après la canicule de 2003.
L'accident de Fukushima en 2011 et les évaluations de sûreté complémentaires ont conduit à renforcer encore ces référentiels et à les mettre à jour à chaque visite décennale. Ainsi intégrés dans les démonstrations de sûreté et régulièrement évalués, on peut considérer que les risques qu'emporte le changement climatique ne doivent pas affecter le niveau de sûreté du parc nucléaire. D'ailleurs, cinquième constat, le coût estimé de cette adaptation au changement climatique demeure extrêmement modeste en termes d'investissement. Alors, il faut dire qu'EDF ne l'a pas évalué complètement et précisément, parce qu'il faut en convenir aussi à leur décharge, un même investissement peut concomitamment relever de la sûreté et de l'adaptation au changement climatique. Je viens d'en faire la démonstration en vous exposant la prise en compte de la sûreté. Pour autant, l'entreprise a réussi quand même, après moult recherches, à nous indiquer que les investissements relatifs au climat et à la météo, comme la rénovation d'aéroréfrigérants, la construction et le rehaussement de digues, représentent un montant d'investissement déjà réalisé de 960 millions d'euros, donc à peine 1 milliard, sur la période 2006-2021, donc à peine 1 milliard sur 15 ans. Les dépenses programmées en lien avec l'adaptation au changement climatique sur la période à venir, 2022-2038, s'élèveraient à environ 612 millions d'euros. En fonctionnement, alors là, c'est l'épaisseur du trait, puisque quand on ajoute les budgets du service climatique, le programme ADAPT, les actions de recherche-développement dédiées à l'adaptation, on arrive, comme en témoigne le tableau 5 en page 41, à moins de 5 millions d'euros par an. Ce ne sont donc pas de lourds enjeux financiers. Pour autant, et nous y insistons, il nous semble nécessaire qu'EDF puisse justifier dans l'avenir des coûts d'adaptation au changement climatique, de sa performance sur ce point, à la fois au titre de sa responsabilité sociale et environnementale, comme de ses obligations de communication financière et extra-financière, et c'est le sens de notre recommandation numéro 1. J'en arrive au 6e constat sur la production maintenant. En fait, il faut convenir que le changement climatique, et notamment les épisodes plus fréquents de sécheresse et de canicule, peuvent altérer la disponibilité du parc nucléaire. Ces effets sont aujourd'hui limités, mais vont croissant. Il résulte de 2 contraintes de production. D'une part, l'application des normes environnementales pour protéger les milieux aquatiques et d'autre part, l'application des accords transfrontaliers qui limitent, dans certains cas, la capacité de prélèvement. Les pertes de production qui résultent des normes environnementales demeurent à ce jour limitées en moyenne annuelle, de l'ordre de 1%, avec un pic à 1,4% au cours de l'année 2003. Les sites concernés par ces pertes de production sont ce qu'on appelle, dans notre jargon, ou dans le jargon d'EDF, des sites thermosensibles, c'est-à-dire des sites sensibles aux limites de température en bord de rivière ou d'estuaire. Il s'agit de Saint-Alban, de Tricassin, du Bugey, de Blayais et de Golfech. Les pertes de production liées aux contraintes de prélèvement notamment par les accords transfrontaliers, sont concentrés sur la centrale de Chaux, très sensible au débit de la Meuse et soumise à l'application du fameux accord transfrontalier avec la Belgique. Dès lors, les pertes d'opportunités économiques qui résultent de ces pertes de production sont également limitées. Mais, ces indisponibilités sont concentrées certes sur des périodes brèves, estivales, mais de plus en plus longues, et elles peuvent s'avérer critiques en accroissant les risques de tension sur le réseau, alors exposé à une demande accrue d'électricité, surtout dans un contexte d'électrification majeure des usages. En outre, au cours de ces dernières années, une augmentation significative des arrêts pour cause climatique a été constatée sur certains sites avec des pertes s'élevant à plusieurs térawattheures par an. Les études prospectives mettent en évidence une multiplication par un facteur de 3 à 4 des indisponibilités liées au réchauffement climatique à échéance de 2050. Donc, dans les décennies qui viennent, ça peut être significatif.
Dès lors, pour gérer au mieux ces risques de moindre production, 3 recommandations. D'abord, mieux connaître l'évolution du débit des fleuves à échéance de quelques années, ce que les projections climatiques actuelles ne permettent pas de bien appréhender. Il faut aussi qu'en période de faible débit, l'exploitant puisse disposer d'une plus forte capacité d'entreposage des effluents liquides dans l'attente de pouvoir les rejeter sans risque dans l'environnement. Ces constats conduisent à la recommandation 2 du rapport. Il s'agit également, c'est la recommandation 3, de consolider et de mettre à jour les fondements scientifiques qui justifient les limites réglementaires des rejets thermiques, dont la fixation sera d'autant plus sensible que les épisodes chauds se multiplieront. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas réinterrogé ces limites réglementaires. Je pense que ça doit être fait de manière concertée. Enfin, pour la Cour, il s'agit pour EDF de renforcer son effort de recherche sur les systèmes de refroidissement afin de limiter la consommation en eau et l'emploi de réactifs chimiques ensuite rejetés dans le milieu naturel. Et c'est l'invitation à la sobriété en tout genre qui fait l'objet de la recommandation numéro 4. En fait, en matière de recherche, on observe qu'il y a beaucoup d'innovations émergentes, mais aucune innovation technique notable n'a été mise en œuvre sur le parc existant pour limiter la consommation en eau. EDF nous a simplement indiqué avoir réalisé en 2022 une analyse préliminaire d'un procédé de récupération d'eau des panaches d'aéroréfrigérants et la mise en place d'un démonstrateur de ce procédé qui interviendrait à partir de 2023 sur le site du Bugey. Nous arrivons au 7e et dernier constat qui concerne le nouveau nucléaire. J'insiste, les futurs réacteurs seront soumis à des exigences beaucoup plus fortes au regard du changement climatique et il faut considérer que cette dernière partie est une forme d'alerte adressée à l'ensemble des acteurs du nucléaire. D'abord pour souligner qu'il existe à travers le monde des réacteurs qui fonctionnent sous des climats très chauds, comparables sans doute aux épisodes que notre pays pourrait connaître dans la seconde moitié du XXIe siècle. Ces centrales fonctionnent avec des dispositifs adaptés, comme celle de Palo Verde, et il nous semble que ces expériences pourraient être utilement examinées attentivement. Par ailleurs, on parle d'installer des SMR, alors je vais utiliser une expression française, petits réacteurs modulaires, en complément du programme de PR2. Eh bien, écoutez, il conviendrait sans attendre de prendre en compte justement les contraintes du changement climatique dès la conception de ce type d'équipement, sachant que la mise au point d'un premier démonstrateur serait envisageable, d'après les indications dont nous disposons, à horizon de 10 ans. Mais surtout, pour les EPR2, alors nous soulignons dans le rapport que leur conception intègre bien des marges de sécurité face au changement climatique et que cette conception s'appuie sur une analyse précise des référentiels de sûreté en vigueur qui seraient donc incrémentés tant de la part d'EDF que de l'ASN. C'est positif. Pour autant, la Cour a constaté, premièrement, que les EPR2 ne comportent pas d'évolution technologique marquée, en particulier de systèmes de refroidissement sobres en eau. Deuxièmement, qu'il n'est pas tenu compte de l'hypothèse, certes estimée peu probable par le GIEC, d'une fonte des calottes glaciaires, ce qui provoquerait une hausse plus élevée du niveau de la mer. Or, cette hypothèse extrême pourrait peser sur le choix des sites littoraux et sur la façon surtout d'engager de futurs chantiers. Troisièmement, et j'y reviens donc sur cette question liminaire, qu'il manque encore sur ces questions d'adaptation une approche qui soit réellement intégrée et commune à l'ensemble des acteurs directement concernés. D'où la recommandation 5 qui appelle de ses voeux cette approche intégrée et commune et qui soit surtout territorialisée et concrète. Parce que lorsque j'abordais les 3 cercles concentriques, bien évidemment, chaque site a sur ce point ses particularités
et on ne peut pas rester à un niveau exclusivement conceptuel et national. Enfin, le rapport constate que pour les 8 EPR en option, eh bien EDF n'envisage pas de sites nouveaux, mais n'exclut non plus à ce stade aucun des sites en exploitation. S'il est normal que le choix des sites découle d'une analyse multicritère et notamment de la prise en compte de préoccupations d'aménagement du territoire, il nous semble que les incidences du changement climatique pour des réacteurs qui fonctionneront pour l'essentiel lors de la seconde moitié du XXIe siècle, eh bien, ça justifie de produire rapidement des études de préfaisabilité qui prennent en compte le changement climatique. C'est l'objet de la 6e et dernière recommandation adressée à la fois à EDF et au ministère chargé de la transition écologique. J'en arrive à la fin de cette présentation très condensée. J'ai peut-être dépassé les 20 minutes, Monsieur le Président, et je vous remercie d'accepter mes excuses. Vous aurez compris en tout cas que l'adaptation au changement climatique des réacteurs nucléaires n'est pas un enjeu financier. C'est un défi d'anticipation, surtout à l'heure où notre pays s'engage sur le projet ambitieux du nouveau nucléaire, et ça nécessite une coordination renforcée des principaux acteurs, à la fois à l'échelon national, mais surtout sur chaque site de production et sur les chantiers à venir pour définir des réponses communes. Nous espérons en tout cas que ce travail pourra utilement éclairer vos propres réflexions. En tout cas, il nous a conduit à la Cour à un exercice inhabituel, puisque nous ne nous sommes pas limités à une approche financière, mais que nous avons tenté une synthèse scientifique et que nous avons essayé d'appréhender au mieux, avec le concours d'ailleurs des principaux acteurs, les enjeux techniques qui définissent cette appréhension du changement climatique. Je vous remercie de votre attention et me tiens, avec l'équipe de contrôle, à votre disposition. Merci, Madame la Présidente. Je vais demander maintenant à Christelle Lavarde, rapporteure spéciale, de nous dire quels enseignements elle tire de cette présentation. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, je vais rebondir sur les propos de conclusion de Madame la Présidente. Et pour ceux qui ont lu le rapport, vous avez pu voir qu'effectivement, c'est un rapport qui sort un peu des sentiers usuels de la Cour, puisqu'effectivement, il est moins tant question d'enjeux financiers que d'enjeux de technologie et de réflexion sur le long terme. Et la photographie qui est faite aujourd'hui de notre parc nucléaire, il me semble qu'elle présente deux aspects qui sont liés au réchauffement climatique et aux modifications de notre environnement. La question des événements on va dire exceptionnel parce que d'une ampleur exceptionnelle, et cela en fait dès l'origine de la construction des centrales nucléaires ont déjà été pris en compte, et on a des normes de résistance au vent des bâtiments, de construction à un seuil au-delà du niveau de la mer, enfin qui ont déjà été en fait intégrées. Les centrales, nos centrales, elles sont prêtes à résister à des événements extrêmes dont la probabilité de survenance parfois en France est inférieure à 1 sur 10 millième. Typiquement, on est capable de résister à un tsunami de type de celui de Fukushima, alors que la probabilité d'avoir un tsunami en France est quand même assez faible. Donc sur cet aspect sûreté, on est prêt. Là où on est peut-être un peu moins prêt, en fait, c'est pour les événements qui sont avec un temps long. Et il y a peu de temps, je vous parlais du retrait-gonflement des argiles. Et en fait, l'événement là, aujourd'hui, qui va directement concerner les centrales nucléaires, c'est celui de l'élévation des températures. Et qui dit en fait élévation des températures vient effectivement poser des questions sur la disponibilité de la ressource en eau nécessaire pour faire fonctionner le cycle nucléaire. Et d'ailleurs, cette question, elle pose un certain nombre aussi d'interrogations pour les gestionnaires du parc, et typiquement EDF qui peut se retrouver dans des situations à devoir procéder à des arbitrages entre faire de la production hydraulique ou garder l'eau de manière à pouvoir avoir un étiage suffisant dans les cours d'eau ensuite pour assurer une production nucléaire. Donc c'est-à-dire que là, à un moment, il faudra faire un choix. Est-ce qu'on veut effectivement avoir on est sur une production qui est décarbonée dans les deux cas, avec une qui est
100% verte, on va dire, et en tout cas qui répond aux enjeux de la taxonomie européenne, et une autre qui est encore dans les marges de cette taxonomie. Et donc voilà, il faudra faire et ce qui n'est pas le même coût après pour l'électricité produite, en tout cas sur le volume d'électricité produite. Donc là, voilà, c'est ce type de réflexion aussi et ce type de choix que va devoir faire le gestionnaire d'infrastructure. Mais pour faire ces choix-là, il n'est pas seul, c'est aussi un choix qui appartiendra, il me semble, aux politiques. Et effectivement, cette question de la gestion et de la ressource en eau, elle ouvre aussi un nouveau champ d'interrogation qui surgit là en ce moment où on voit bien que nos nappes phréatiques commencent à être à un niveau très bas, qui est celui de la réutilisation des eaux usées, qui aujourd'hui est proche de zéro en France. Et typiquement, le fonctionnement de la centrale de Palo Verde, qui est bien décrite dans le rapport, on voit c'est une centrale qui se refroidit en utilisant les eaux usées. Alors après, ça a nécessité toute une infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on est prêt à avoir des canalisations très longues pour venir on n'est pas dans le même contexte. Là, on a une centrale qui est dans le désert. Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit en France, en tout cas, qui pourrait avoir. Mais ça ouvre quand même des perspectives sur aussi une autre utilisation possible des eaux usées qui pourrait avoir à ce moment-là un enjeu en termes de production d'énergie. Ce que je retiens aussi de ces apports de la Cour, c'est effectivement tout l'enjeu de réfléchir à demain et l'enjeu d'accentuer en fait les moyens publics sur la recherche pour venir diminuer l'empreinte environnementale du nucléaire au-delà de la question du retraitement des déchets qui est vraiment extérieure à l'objet du contrôle, mais typiquement pour venir diminuer l'utilisation de biocides pour le fonctionnement des tours aéroréfrigérantes, pour venir peut-être essayer d'améliorer le rendement justement de ces tours aéroréfrigérantes, puisqu'on comprend bien quand même qu'il y a 30%, il y a une déperdition, cette chaleur qui s'échappe sous forme de fumée. Est-ce que demain, elle ne pourrait pas être utilisée pour justement revenir faire de l'énergie sous une autre forme? Et je ne voudrais pas ouvrir un débat qui est en dehors, mais qui est un petit peu en lien, notamment dans l'amendement qui avait été déposé par le gouvernement dans le texte sur le nucléaire, sur la fusion entre l'IRSN et l'ASN. Moi, il me semble que la question des capacités de recherche de l'IRSN n'avait pas été abordée. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de ce dont on discute cet après-midi. Et enfin, pour finir et pour dire que je souscris complètement à la recommandation de la Cour, en tout cas au constat de la Cour, de dire que ce sujet, il doit être pris de manière systémique. Et moi, j'ai envie de dire pas uniquement sur l'environnement proche de la centrale, c'est-à-dire les terrains qui sont autour d'elle, pour savoir s'il faut les préempter de manière à demain pouvoir construire une digue ou autre en cas d'eux, mais aussi pour se dire qu'aujourd'hui, la chaîne du nucléaire, il faut pouvoir construire les installations, il faut pouvoir extraire du combustible. Extraire du combustible et autres entraîne aussi des conséquences de prélèvement de la ressource qui ont des conséquences sur notre environnement, qui vont aussi demain devoir répondre aux injonctions de l'Union européenne, notamment avec la directive sur le devoir de vigilance. Donc c'est là où je pense qu'il y a matière à poursuivre ces travaux pour essayer de penser toute la chaîne de production du nucléaire. Et finalement, le travail qui a été fait aujourd'hui sur ce pan de notre économie, je pense, va pouvoir être dupliqué demain dans d'autres champs où on va se rendre compte qu'il y a des conflits d'usage entre les ressources environnementales finies et le besoin en même temps de répondre aux injonctions des consommateurs, des industriels. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure spéciale. Pour compléter les informations de la Commission, je propose de donner un temps de parole à la fois à l'autorité de sûreté nucléaire, M. Catteau, puis à Mme Alvax pour EDF. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure spéciale, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord excuser le président de l'ASN, M. Dorozuk, et son directeur général, M. Gupta, qui sont actuellement à Vienne pour représenter la France à la Convention sur la sûreté nucléaire de l'AIEA. Alors, je suis accompagné par Cyril Bernadet, qui est derrière moi, qui dirige au sein de l'ASN l'équipe de spécialistes des impacts du fonctionnement des centrales nucléaires sur l'environnement. Alors, de manière générale, je voudrais tout d'abord indiquer que l'ASN partage les conclusions de la Cour des comptes en ce qui concerne bien sûr les sujets sur lesquels l'ASN est compétente. Ce rapport est très complet. Il décrit de manière claire les différents enjeux et problématiques liés à l'adaptation du parc nucléaire existant et futur
au changement climatique. Alors j'articulerai mon propos introductif autour de 3 points. En premier lieu, je souhaite revenir sur les différentes conséquences du changement climatique exposées par Mme Poder. Conséquences d'une part sur la sûreté des centrales nucléaires et d'autre part sur l'impact de leur fonctionnement sur l'environnement. Ce sera mon premier point. Alors tout d'abord, le changement climatique a des impacts sur la sûreté des réacteurs. Alors par sûreté, ce qu'on entend, c'est le risque de provoquer un accident nucléaire. Alors comme ça a été dit, en particulier, le changement climatique modifie les aléas climatiques susceptibles d'intervenir sur un site. Dans le domaine de la sûreté nucléaire, on parle d'agression, agression climatique en l'occurrence. C'est notamment les risques de canicules, de tornades, de tempêtes, de fortes pluies, d'inondations, de submersion marine ou encore de périodes d'étiage sévère qui peut priver la centrale de sa source de refroidissement. Toutes ces agressions sont susceptibles de pouvoir créer un accident nucléaire. Donc, comme ça a été dit également, les centrales nucléaires sont dimensionnées pour pouvoir faire face à ce type d'événement. Et tous les 10 ans, ces agressions climatiques potentielles sont réévaluées pour chaque site dans le cadre du processus qu'on appelle réexamen périodique, qui est un exercice donc décennal. Par exemple, EDF est amené à rehausser des digues, par exemple sur le site du Blayais, sur le site de Gravelines, à renforcer la climatisation de certains locaux industriels, ou encore à protéger certaines structures des effets d'une potentielle tornade. Donc là, on a un processus itératif tous les 10 ans qui, quelque part, est assez adapté à un risque qui évolue et qui évolue avec, je dirais, une dimension d'incertitude assez forte. D'ailleurs, le réchauffement climatique, clairement, complique ces projections. Il ne s'agit pas simplement de regarder le passé, les événements du passé, il s'agit d'estimer ce que peut être le futur. C'est un exercice qui est d'une certaine façon plus compliqué que de regarder d'autres agressions, par exemple comme le séisme, où il n'y a pas de raison que les séismes du futur soient différents des séismes du passé. Alors dans une démarche de sûreté, quand il y a trop d'incertitudes, en fait, le principe est de prendre des valeurs pénalisantes, donc de retenir des niveaux d'aléas qui sont plus importants que ce qu'on pourrait estimer. Donc ces agressions climatiques sont en particulier un sujet important du 4e réexamen périodique des réacteurs. Donc c'est ce réexamen qui permet de franchir les 40 ans de fonctionnement. C'est un sujet qui revient très souvent en fait dans les différentes démarches renforcées d'associations du public que l'ASN mène dans le cadre de ces réexamens périodiques. Donc pour mémoire, l'ASN consulte le public au début de chaque réexamen périodique, à sa fin également. Elle consulte également le public ensuite site par site. Au cours du réexamen, l'ASN participe à des concertations, en particulier celles menées par le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire, sur la sécurité nucléaire, et l'ASN prend ensuite en compte les conclusions des différentes enquêtes publiques qui sont menées site par site. Donc voilà, tout ça pour dire que ce sujet du changement climatique est clairement un enjeu fort à la fois de transparence pour nous, de pédagogie, et puis de prise en compte de ces retours du public. Par ailleurs, sans attendre ces échéances décennales, l'ASN demande également à EDF de prendre en compte tout événement exceptionnel qui interviendrait. Donc ça a été le cas en 1999 après l'inondation du site du Blayais, ou encore après les canicules de 2003 et 2006. Le changement climatique a également des conséquences sur l'impact occasionné par les centrales nucléaires sur l'environnement. Donc là, on ne parle pas de risque d'accident, mais simplement de fonctionnement de tous les jours. L'enjeu porte principalement, comme ça a été dit, sur les centrales qui sont refroidies par un cours d'eau et non celles refroidies par la mer. Actuellement, certains réacteurs puisent leur eau dans la rivière et la restituent intégralement au cours d'eau, mais à une température plus élevée. On parle là de 2 à 3 degrés plus élevés, ce qui peut avoir un impact sur la faune et la flore aquatique. Les autres centrales en bord de rivière sont conçues différemment. Elles prélèvent moins d'eau et la refroidissent dans des tours aéro-réfrigérantes. Une partie de l'eau est alors perdue dans l'atmosphère. Donc là, dans ce cas-là, on prélève moins d'eau, mais tout n'est pas restitué. Et l'échauffement est beaucoup plus faible. On parle là de quelques dixièmes de degrés, donc un impact sur la faune et la flore aquatique qui est beaucoup plus faible. Justement, afin de protéger cette faune et cette flore, l'ASN fixe pour chaque centrale des valeurs maximales d'échauffement
du milieu naturel entre l'amont de la centrale et l'aval de la centrale, qu'EDF ne doit pas dépasser. Alors, le réchauffement climatique, en ce qu'il multiplie les cas d'étiage et de température élevée des cours d'eau, conduit à rendre plus critique l'impact des centrales nucléaires situées en bord de rivière, à la fois sur le plan de la ressource en eau et sur celui de la température du cours d'eau. Pour limiter ces impacts sur l'environnement et respecter les limites de température fixées par l'ASN, EDF peut être amené à réduire la puissance de ses réacteurs ou à les arrêter en situation de canicule ou d'étiage. Alors, je signale toutefois qu'en cas de besoin du réseau électrique, les décisions de l'ASN permettent d'augmenter temporairement les limites de température fixées. La surveillance de l'environnement doit alors être renforcée. Cette possibilité d'augmenter temporairement les limites de température résulte en fait d'un retour d'expérience des canicules de 2003 et de 2006. Alors, je note à propos de ces limites que la Cour recommande de consolider et mettre à jour les fondements scientifiques les justifiant. Ces limites résultent en fait d'études scientifiques qui permettent à EDF de constituer une étude d'impact propre à chaque site. Mettre à jour ces limites, à la hausse, si je comprends bien l'orientation du rapport, nécessiterait donc qu'EDF constitue déjà une étude d'impact qui permette de justifier l'acceptabilité pour le milieu des nouvelles valeurs qui seraient définies. Alors, j'ajoute que les périodes d'étiage compliquent également l'exploitation des centrales nucléaires car elles limitent les possibilités de procéder au rejet des fluides liquides nécessaires à l'exploitation. En effet, comme cela a également été dit, le fonctionnement des centrales nucléaires produit en permanence des effluents liquides qui sont ensuite rejetés dans le cours d'eau. Le début du cours d'eau affecte la dispersion de ces effluents. L'ASN a donc fixé pour chaque centrale, là aussi, une limite de débit minimale pour laquelle les rejets d'effluents peuvent être réalisés. En deçà de cette limite, c'est-à-dire en situation d'étiage sévère, les opérations de rejet sont interdites et l'exploitant doit entreposer ses effluents. Sur ce sujet, l'ASN partage la recommandation numéro 2 de la Cour sur le besoin d'adapter les capacités d'entreposage avant rejet des effluents liquides. L'été dernier a montré que certaines capacités d'EDF sont sous-estimées. Enfin, les températures élevées de l'eau et de l'air ont également un effet sur la colonisation par des micro-organismes pathogènes, les légionelles, les amibes, dans les grandes tours aéroréfrigérantes des centrales nucléaires. Le changement climatique pourrait donc rendre les traitements biocides chimiques des tours plus fréquents et sur de plus grandes périodes. Les rejets chimiques correspondants sont ici aussi encadrés par des décisions de l'ASN. Toutefois, l'ASN partage bien évidemment la recommandation numéro 5 de la Cour sur le renforcement de la recherche et développement sur des systèmes de traitement biocide plus sobres en réactifs chimiques rejetés dans le milieu naturel. J'en ai terminé pour mon premier point, qui était un peu long, mais il me semblait important de replacer les enjeux. Alors, en deuxième point, je souhaite indiquer que l'ASN partage le besoin d'une approche systémique de l'adaptation au changement climatique des centrales nucléaires développée par la Cour des comptes. Il faut clairement sortir d'une approche critère par critère qui ne permet pas d'appréhender la démarche d'adaptation dans sa globalité et qui ne permet pas d'en rendre compte de manière transparente au public. Il me semble également important de souligner que l'adaptation au changement climatique des centrales nucléaires ne peut être pensée sans une approche territoriale intégratrice et multisectorielle menée avec l'ensemble des acteurs. La Cour l'a également dit. Cette vision collective territoriale dépasse largement les prérogatives, je dirais, restreintes à la sûreté et à la protection de l'environnement de l'ASN. Cette approche collective territorialisée est particulièrement nécessaire en ce qui concerne l'impact cumulé des consommations d'eau et des rejets radioactifs et chimiques sur les centrales des bassins de la Loire. Sur la Loire, il y a 4 centrales, plus une sur un affluent, donc ça fait 5 centrales sur le bassin, et sur le bassin du Rhône, où se situent 4 centrales. Cette approche systémique et territorialisée du changement climatique est également nécessaire lors du choix du site d'un nouveau réacteur. Il est toutefois à noter que le choix d'un site dépend également d'autres paramètres. Je parlais tout à l'heure des enjeux liés au séisme. Clairement, la sismicité d'un site est également un sujet. Il y a également d'autres sujets qui dépassent largement là aussi la sûreté. En tout état de cause, le choix du site est instruit par l'ASN dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation de création de chaque nouvelle installation.
J'en arriverai à mon troisième et dernier point, qui concerne les conséquences à anticiper des éventuelles décisions qui concernent la future politique énergétique et la durée de fonctionnement envisageable du parc nucléaire actuel. À la suite du rapport de RTE sur les futurs énergétiques de la France à l'horizon 2050, certains des scénarios qui semblent être privilégiés par le gouvernement prévoient la poursuite de fonctionnement des réacteurs actuels jusqu'à ou au-delà de 60 ans, dès lors que les conditions de sûreté le permettraient. Dans un tel contexte, la SN a estimé qu'il est nécessaire d'engager sans tarder des réflexions avec EDF et l'IRSN sur les déterminants de la poursuite d'exploitation envisageable des réacteurs. En clair, jusqu'à quand pourrait-il fonctionner dans des conditions de sûreté et de protection de l'environnement acceptables, en dépassant le cadre formel des réexamens périodiques décennaux. En effet, le pas de ces réexamens décennaux n'est en effet pas adapté aux besoins d'anticipation, notamment pour la tenue des composants jugés irremplaçables ou difficilement remplaçables des centrales nucléaires. Dans cette réflexion que la SN souhaite voir inscrite comme une obligation de justification à fournir par EDF d'ici fin 2026 dans la prochaine politique pluriannuelle de l'énergie, la SN a demandé à EDF d'inclure la problématique de l'adaptation au changement climatique des réacteurs existants qui pourraient fonctionner au-delà de 2050. Cette réflexion doit également intégrer les effets du cumul avec les nouveaux réacteurs dont la construction pourrait être décidée au bord des fleuves. L'été dernier a été marqué par des phénomènes météorologiques extrêmes qui montrent qu'une accélération des phénomènes est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter pour un parc nucléaire qui sera en extension dans les 20 à 30 prochaines années, s'il en est décidé ainsi. Il est donc nécessaire que les spécialistes de la SN puissent instruire ces sujets pour pouvoir anticiper les difficultés et que le gouvernement et le Parlement puissent les prendre en compte dans la politique énergétique. La SN prévoit également, là aussi, de mener une démarche d'association du public renforcée sur ce sujet, comme elle l'a fait, je l'ai mentionné, pour le passage à 40 ans des réacteurs. Voilà, Monsieur le Président, je me tiendrai là à ces propos liminaires. Je vous remercie. Merci. Et pour terminer cette première série d'interventions, de présentations et d'analyses, je vous propose d'écouter Madame Catherine Albach pour le compte de EDF. Excusez-moi. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Sénatrice, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices, Messieurs, Dames de la Cour, mes collègues de l'ASN, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui et de pouvoir vous présenter les réflexions que nous menons au sein du groupe EDF. Je tiens d'abord à excuser Monsieur Cédric Lewandowski, qui malheureusement est mobilisé, comme vous le savez, aujourd'hui par diverses problématiques qui ont été rapidement évoquées tout à l'heure. Je voudrais vous dire tout d'abord que ce travail est un travail important qui nous a été demandé et que la Cour nous a demandé et dont je tiens à préciser que EDF partage la majorité des recommandations et des conclusions de ce travail qui est un excellent travail, y compris d'ailleurs pour nous et nous aider à continuer dans nos réflexions. Si j'aurais quelques remarques préliminaires à faire, c'est d'abord le dérèglement climatique et l'adaptation au changement climatique concerne tout le monde et pas que le parc nucléaire, mais bien l'approche systémique que la Cour a mis plusieurs fois en exergue. Elle est majeure et pas uniquement pour, comme le disait M. Catteau, juste autour des sites, mais parce qu'elle embarque la totalité des infrastructures indispensables à l'activité d'une centrale nucléaire, qui sont par exemple les réseaux de transport d'électricité, mais aussi les réseaux de télécom, la disponibilité de l'eau potable. Ça embarque bien sûr toutes les infrastructures publiques pour lesquelles il serait souhaitable qu'un travail similaire soit conduit, de façon à ce que l'ensemble d'un territoire puisse s'adapter. Nous travaillons sur une démarche qui s'appelle la préservation de l'habitabilité des territoires et nous inscrivons les centrales thermiques, qu'elles soient nucléaires ou à base de gaz, de choses qui produisent des gaz à effet de serre, mais toutes les centrales de la DPNT sont embarquées dans une démarche d'habitabilité des territoires. Et c'est important parce que si on regarde la problématique que vous avez largement présentée de la disponibilité en eau, la disponibilité en eau est une problématique qui touche aussi bien une centrale thermique avec un combustible nucléaire qu'une centrale thermique gaz, charbon ou fioul.
C'est-à-dire que dès que nous nous adressons à de la production pilotable, il y a, non pas uniquement pour la problématique de sûreté, mais essentiellement pour le refroidissement de la partie électrique, c'est-à-dire la partie qui permet de produire l'électricité, une nécessité de disposer d'une source froide. C'est donc un enjeu majeur pour la nation qui va au-delà du nucléaire. Le développement des énergies renouvelables impose que nous ayons à côté des énergies pilotables, et cette réflexion autour du pilotable est donc une réflexion de système électrique pour lequel le travail de la Cour et l'importance donnée au caractère systémique du dérèglement climatique et au caractère systémique de l'adaptation est majeure. Comme cela a été présenté dans la première slide, vous avez vu quand même que les incertitudes sont fortes. Bien sûr, nous avons fait le choix chez EDF de travailler sur un scénario médian, qui est celui dont nous rêvons tous. Si nous relisons aujourd'hui les conclusions des travaux du GIEC, ils nous disent « atténuons, atténuons, atténuons ». L'adaptation et l'atténuation doivent aller de pair. C'est une réflexion globale. Si nous ne voulons pas nous retrouver dans des trajectoires extraordinairement difficiles, c'est-à-dire un monde à 4 degrés et non pas une France à 4 degrés, c'est-à-dire ce monde quasi invivable puisque ça nous mettrait la France à peu près à 6 degrés, nous devons absolument réduire nos gaz à effet de serre. Et dans ce cadre-là, le nucléaire est une réponse parmi d'autres pour décarboner l'électricité. Donc il faut bien tenir, l'approche est globale, aussi bien en atténuation qu'en adaptation. Et donc, cette nécessité de tenir compte des incertitudes que nous avons, nous la retrouvons dans les travaux que nous menons, bien sûr, avec l'ASN, lorsque nous travaillons sur les aléas, sur les réflexions autour du déca millénal. Mais il faut quand même qu'on soit tous conscients qu'il n'y a pas de retour à la normale possible. Nous ne sommes pas dans une crise climatique, nous sommes dans une dérive climatique. C'est bien la raison pour laquelle, depuis, en gros, en 2003, mais bien avant déjà, puisque le service climatique a été créé, enfin les embryons du service climatique ont été créés dans les années 90, nous avons tenu compte de cette nécessaire incrémentation des températures. C'est-à-dire on ne revient pas à la normale, et comme le dit fort bien M. Pisani-Ferry dans une note que je vous invite tous à relire, dans la mesure où le climat n'est plus stable, c'est-à-dire que la donnée économique qui fonde notre économie, qui se base sur un climat stable, celle-ci n'existe plus, eh bien il va falloir, comme vous l'avez dit fort bien, il va falloir investir, il va donc falloir mettre des capex. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous mettons en matière d'adaptation peut paraître peu important, mais on a aussi joué la transparence, puisqu'on a mis, on vous a présenté l'ensemble des choses qui sont aujourd'hui engagées, mais je vous rassure ou je ne vous rassure pas, comme vous le voulez, malheureusement, des investissements importants arrivent, surtout si on demande demain aux centrales nucléaires d'assurer la sûreté, la sécurité du réseau d'alimentation, donc de fournir, quelles que soient les conditions climatiques dans lesquelles elles sont. Évidemment, une centrale nucléaire qui, comme chez nos collègues américains, dit « je ne suis plus dans des conditions qui me permettent de produire, j'assure la sûreté, mais je replie mes tranches parce que débit d'étiage, parce que température », c'est une centrale qui va dire au réseau bah, « écoute, je suis dans l'incapacité de produire, tu es responsable de l'équilibre, trouve une solution ». En France, on n'est pas dans cette approche, mais il est clair que cette centrale nucléaire ne sera pas la même. Et vous avez cité Palo Verde. Palo Verde est un exemple. Nous avons énormément de relations avec eux. Nous avons aussi des liens avec Baraka. Mais on voit que ce type d'outils de production, comme d'ailleurs le choix que va faire la Californie pour maintenir un outil spécifique pour le soutien des réseaux, n'est pas le même qu'une centrale classique qui est juste là pour produire et mettre de la production sur les marchés. Donc il y a une réalité, vous l'avez fort bien dit, Madame la sénatrice, il y a une réalité politique à intégrer sur le système électrique et le rôle du nucléaire dans ce cadre-là. Je suis trop bavarde, Monsieur le Vice-président, surtout arrêtez-moi. Hein. Bon, on s'en tient là ? Je m'en tiens là et je répondrai à toutes vos questions. Bon, merci pour vous. Et bien du coup, je passe la parole. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour ces présentations. Et du coup, je passe la parole à notre rapporteur général. Que vous inspirent ces présentations? Au-delà des présentations, Monsieur le Président, je voulais d'abord remercier la Cour pour la qualité de son rapport et je partage l'avis de la rapporteure spéciale. Qui a souligné le fait qu'on est allé, et vous l'avez dit également, Madame la Présidente, au-delà des seuls éléments comptables et financiers. Et je pense que c'est intéressant, ça permet, on l'a vu dans d'autres rapports récemment commis devant notre commission, ça permet finalement d'enrichir le débat et de lui donner, si j'utilise un terme, donner de la chair au-delà de la seule rigueur comptable. Je veux également remercier l'ASN et EDF, et puis peut-être aussi
Christine Lavarde d'avoir proposé ce rapport, puisque finalement, il tombe à point nommé et il met d'une certaine manière l'accent au lendemain d'un nouveau rapport du GIEC sur un choix que j'appellerais hasardeux, alors qui était malheureusement fortement dans l'air du temps, la condamnation du nucléaire et de la production d'électricité d'origine nucléaire. Je pense et j'espère qu'on est revenu dans un temps qui doit nous permettre de travailler avec plus d'objectivité, ce à quoi concourt ce rapport. Alors, après ces quelques éléments de présentation de contexte, mais je crois que notre commission est aussi un lieu où on doit rappeler quelques orientations fortes. Et celle-ci me paraît y répondre. J'ai 3 ou 4 questions. La première, vous avez établi ce rapport avant qu'il ne soit question, dans le cadre d'une navette avec une introduction nouvelle sur le projet concernant les énergies renouvelables, d'un projet de fusion entre l'ASN et l'IRSN. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les orientations, et notamment sur l'adaptation du parc nucléaire au changement climatique? Autre élément, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est assez difficile d'isoler les dépenses qui portent sur l'adaptation du parc nucléaire au changement climatique et notamment sur le volet des investissements. Est-ce que vous pensez qu'on peut progresser sur le sujet et dans ce cas-là, selon vous, quels sont les obstacles qu'il nous faudrait lever? Dans votre rapport, Madame la Présidente, vous soulignez qu'il y a finalement une démarche normalisée et commune sur, comment dirais-je, un manque entre les acteurs concernés pour adapter le parc nucléaire au changement climatique. S'il y a des voies d'amélioration pour mieux coordonner, quelles sont-elles? Et éventuellement, est-ce que ça passe par la seule volonté des acteurs ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une enceinte ou une structure particulière, soit existante, soit nouvelle, même si je me méfie toujours de ce qu'on ajoute à la nouveauté, puisque ça ramène toujours une strate supplémentaire. Enfin, en 2019, l'IRSN abordait la question du risque d'étiage, notamment, je crois qu'on y trouve un écho avec les phénomènes de sécheresse, dont les sécheresses de l'an passé, qui pourraient nécessiter des investigations supplémentaires. Dans les travaux que vous avez menés et conduits, est-ce que vous avez pu peut-être identifier sur le sujet des éléments nouveaux ou y a-t-il encore des recherches à faire dans cette perspective? Merci, Monsieur le rapporteur général. Je propose de prendre les questions de nos collègues en complément des questions du rapporteur général et ensuite nos différents intervenants pourront apporter les réponses, à commencer par Michel Canvet qui sera suivi par Sylvie Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais moi aussi remercier la Cour pour ce sujet extrêmement important. On le voit au niveau de l'actualité, même si dans le rapport du GIEC qui a été produit avant-hier, le nucléaire n'est pas le plus vertueux, puisque le plus vertueux sont encore les énergies renouvelables, mais c'est un élément indispensable à la stratégie de production énergétique de notre pays. Et je voulais demander aux différents intervenants si, à l'instar de ce qui se passe pour les déchets, où il y a une incitation à valoriser l'ensemble de l'énergie produite, est-ce qu'il en est de même pour ce qui concerne le nucléaire, puisque l'un des points critiques, c'est le rejet de la chaleur, de l'eau chaude dans le milieu naturel. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à valoriser celui-ci ou est-ce que cela est déjà fait? Et puis, je voulais demander à M. Catteau, dans le droit fil de l'intervention du rapporteur général, si l'ASN disposait des compétences lui permettant de bien analyser la situation. Ceci
effectivement du fait du projet de regroupement de l'IRSN avec l'ASN, mais d'ores et déjà, avez-vous les compétences en la matière? Et puis, dernier point, puisque M. Catto a également évoqué la prolongation de la durée de vie des centrales à 60 ans, est-ce qu'il y aurait un gain à pouvoir la porter à 64 ans? Merci Michel. Sylvie Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie moi aussi la Cour pour la présentation de ce rapport et la réalisation de ce rapport extrêmement important, extrêmement intéressant. Je remercie aussi l'ensemble des intervenants qui complètent cette présentation. J'aurais une question sur les enjeux de la gestion de la ressource en eau. Vous avez les uns ou les autres parlé des arbitrages qu'EDF peut être amené à faire concernant, par exemple, soit la production hydraulique ou la production nucléaire. Mais la Cour a aussi évoqué la question des autres enjeux, peut-être plus en amont, sur des enjeux économiques divers, notamment, par exemple, la préservation de sites environnementaux ou la préservation de la production agricole, ou aussi, par exemple, la préservation de l'économie touristique. Alors, est-ce qu'il existe déjà des réflexions sur des arbitrages qui pourraient se faire de façon à, bien sûr, protéger les centrales nucléaires, protéger la production d'électricité, mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à des arbitrages qui pourraient menacer la production agricole ou les enjeux touristiques ou même la préservation de sites environnementaux? Est-ce qu'il y a déjà des arbitrages ou des réflexions à ce niveau-là? Merci. Merci Sylvie. Daniel Preuillet. Merci. Je partage souvent des avis du rapporteur. En l'occurrence, je ne partage pas son point de vue, même si je reconnais au nucléaire le fait d'être une énergie potentiellement décarbonée, mais qui a d'autres éléments. Bon, je voulais surtout remercier la Cour d'être effectivement allée au-delà d'éléments comptables et d'insister sur les enjeux qu'il y a à se préparer au futur. Et le futur étant la chose la plus difficile à prévoir, contrairement au passé, moi je voudrais savoir quels sont les scénarios sur lesquels on travaille quand on parle de centrales nucléaires à venir, des existantes qu'on pourrait prolonger effectivement jusqu'à 64 ans pour rester dans une norme très française, malgré les commentaires d'ailleurs des créateurs de ces centrales et l'accélération des risques ou des difficultés qu'on perçoit. En tous les cas, je voudrais savoir quelles sont les hypothèses, par exemple, sur les niveaux d'étiage. J'avais déposé un amendement qui a été rejeté parce que satisfait, où je demandais que des études académiques soient fournies systématiquement sur les niveaux d'étiage de l'eau imaginés à échéance de 40 ans, disons, pour se représenter. Donc j'aimerais savoir, parce que maintenant que le ministre Béchu parle d'une France à plus 4 degrés, ce qui sort quand même de... On s'est raconté pendant des années qu'on peut-être on serait à plus 1,5 ou plus 2. Bon, je pense qu'il est quand même plus sage, et surtout quand on parle de sûreté, de regarder une France à plus 4 degrés, qui par ailleurs devient peut-être pas le scénario du pire, mais un scénario assez probable. Donc je voulais savoir quelles étaient les hypothèses que vous aviez prises. Ma deuxième remarque, c'est sur le risque de submersion. Parce que j'ai vu que l'amendement de ma collègue avait sauté à l'Assemblée nationale. Si j'ai bien compris, Christine Lavarde, la rapporteure, évoque le fait que ce risque est maîtrisé. Je voulais juste rappeler qu'à Fukushima, il a été maîtrisé jusqu'au moment où, au fond, l'événement a dépassé ce qui était programmé. Donc, non, mais on a quand même... on est passé quand même en 99 à 2 doigts d'une catastrophe en France, par ce risque submersion. Je sais qu'on a pris des mesures complémentaires. Il n'empêche, là aussi, moi j'aimerais comprendre, quand on regarde les trajectoires que le GIEC indique comme possibles et qui, de rapport en rapport, augmentent, j'aimerais savoir, au fond, quels sont les niveaux qui nous garantissent réellement en termes de sécurité. Tant pour la submersion, le risque du niveau d'étiage des fleuves me paraît moins grave. Il me paraît plus grave peut-être sur la production, mais moins grave sur la sûreté. Et puis, dernière remarque, toute petite pique.
Moi, je défends qu'il faut garder une dualité des expertises, IRSN, ASN, et je voulais questionner le représentant de l'ASN pour savoir combien de fois cet été nous avons dérogé aux règles de préservation des milieux et de la biodiversité, et nous interroger collectivement, chers collègues, à chaque fois que l'été, il y aura à arbitrer entre la préservation de la biodiversité des fleuves et la préservation de la fourniture en électricité, à votre avis, à notre avis partagé, quel sera l'élément qui sera central dans la décision? Merci Daniel. Christian Billac pour terminer la série de questions. Merci Président, et puis merci à la Cour, merci Madame la Présidente, merci à EDF et merci à la SN pour ces informations. Une remarque préalable, moi je crois qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, il faut le dire, c'est indispensable parce que de là dépend notre indépendance énergétique et aussi parce que c'est une énergie décarbonée et que l'effet de serre doit être combattu. Et puis aussi parce qu'on a une hausse de consommation électrique qui est inéluctable. Encore l'autre jour, ici, on recevait pour une réunion consacrée aux cryptoactifs et on a vu la consommation énergétique de ces échanges financiers plus ou moins artificiels, mais qui, au niveau de la consommation électrique, ne sont pas du tout artificiels, sont bien réels. Donc, voilà. Mais je crois que le tout nucléaire, ça serait une erreur. Et c'est pourquoi je pense que le mix énergétique est la solution. Le mix énergétique, et comme on dit dans nos campagnes, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, et donc avoir plusieurs sources. Et j'en viens à ma question. Madame la Présidente a parlé de complémentarité entre l'hydraulique et les centrales nucléaires. Et moi, je me demande si cette complémentarité, elle est judicieuse. Pardonnez-moi, Madame la Présidente. Parce que l'hydraulique, les barrages, en général, c'est l'été qu'on a les étiages et les problèmes de refroidissement, et c'est l'été qu'on a aussi les étiages dans les barrages. Donc là, il y a, me semble-t-il, un vrai problème. Par contre, la nature fait bien les choses. C'est l'été déjà qu'on consomme moins d'énergie que l'hiver, et c'est l'été qu'on a du soleil. Et donc moi, ma question, c'est est-ce qu'une complémentarité entre l'énergie solaire et l'énergie nucléaire est possible? Et est-ce que cette perte de production, qui est somme toute assez faible, avez-vous souligné dans votre rapport, Madame la Présidente, pourrait être compensée éventuellement par une production d'énergie solaire photovoltaïque? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça n'en est pas? Avons-nous les capacités? Voilà. C'est-à-dire absorber, parce que je crois que ça serait une erreur de déroger sans cesse plus loin avec le réchauffement des cours d'eau par les rejets de refroidissement des centrales. Est-ce que le solaire peut nous permettre d'avoir une sécurité nucléaire, une sécurité de nos cours d'eau et de la biodiversité et de l'énergie pour les Français? Merci, merci Christian. Donc je vous propose qu'on passe la parole aux intervenants pour apporter des réponses. Selon une méthode chère à nos présidents Rénal, nous pourrions commencer par la dernière personne qui s'est exprimée tout à l'heure. Et je vous demande, s'il vous plaît, de le faire dans un temps contraint, parce qu'ensuite, il y aura la conclusion de notre rapporteur spécial. Il faut qu'on ait impérativement fini pour 16 heures. Donc, si vous pouviez nous faire ces réponses efficaces en 2 ou 3 minutes, ce serait parfait. Aussi vite que possible. Alors, sur l'incitation à la valorisation de l'ensemble de l'énergie produite, il n'y a pas aujourd'hui spécifiquement d'incitation. Il y a beaucoup d'exemples qui existent. Par exemple, à Gravelines, on a une production importante de bar et de sol qui est souvent méconnue. C'est la plus grande production de poissons qui est alimentée largement par les eaux de la centrale, enfin, l'eau chaude de la centrale. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'incitation majeure, mais on y retravaille. La vraie question est plutôt d'arriver à trouver des productions qui peuvent accepter que dans certains cas, on ait des arrêts de tranche et que donc la chaleur fatale ne soit pas disponible. Donc il faut qu'on réfléchisse. Il y a alors c'est plus les crocodiles maintenant, c'est le centre des dinosaures, mais il y avait des crocodiles, mais ils sont toujours là. Mais voilà, il faut qu'on trouve des solutions qui permettent d'avoir des productions, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'installer, en particulier en maraîchage à Saint-Laurent. Ça, c'est pour Alors, sur la question de la ressource en eau, et des arbitrages entre l'environnement, l'agriculture et l'économie touristique.
Aujourd'hui, on a, nous, une démarche en matière environnementale très très forte et on a énormément de projets qui sont là pour préserver la biodiversité. Dans les budgets qui ont été présentés, on n'a pas présenté les 7 millions d'euros annuels qui sont consacrés tous les ans pour tous les travaux en matière de recherche-développement autour de la biodiversité. On a, rien qu'autour de la problématique de nos centrales, un projet qui s'appelle Thermie Hydrobio, qui suit les populations de poissons depuis des années. C'est certainement la plus grande séquence de suivi biologique actuellement disponible en France. Les travaux sont publics et qui montrent aujourd'hui que nous n'avons pas d'impact majeur, même pas d'impact des centrales nucléaires, et que la problématique aujourd'hui pour les populations de poissons, c'est bien le réchauffement global, bien avant l'impact des centrales. Tout est disponible et nous sommes convaincus qu'il faut travailler sur un projet global qui permette de préserver aussi bien la production d'électricité que l'agriculture. Effectivement, comme ça a été dit par une autre personne, il y a une production différente en été et en hiver, et bien sûr qu'un mètre cube d'eau prélevé en hiver n'a pas la même valeur qu'un mètre cube d'eau prélevé en été en situation d'étiage. Donc effectivement, l'agriculture a un positionnement différent d'une autre, donc on doit pouvoir arriver à gérer les problématiques, mais ça passe par le renforcement de la protection de l'environnement. Il n'y a pas d'avenir si nous ne protégeons pas le grand cycle de l'eau, si nous ne permettons pas la percolation des eaux, si nous ne protégeons pas les zones naturelles en amont. Et on a, au niveau d'EDF, on sera ravis de vous le présenter, un énorme travail là-dessus, aussi bien autour des barrages qu'autour des centrales, et même au-delà de nos centrales aujourd'hui, pour protéger les zones humides et préserver dans le grand cycle de l'eau. Si j'ai pris quelques notes. Alors, les scénarios sur lesquels on travaille. Alors, comme ça a été présenté dans la première slide, on travaille sur toute une série de scénarios et il faut faire la différence entre les scénarios du GIEC et les modèles climatiques. Il y a aujourd'hui une quarantaine de modèles climatiques qui ont été développés par toutes les équipes scientifiques dans le monde et nous testons au moins 20 modèles qui ressemblent le plus aux modèles des climats qu'on pourrait trouver en France. Et donc, à chaque scénario du GIEC, nous appliquons une vingtaine de modèles climatiques différents pour essayer d'imaginer au mieux le climat du territoire demain. Il y a énormément de questions aujourd'hui, les modèles ne sont pas parfaits, et donc on travaille systématiquement sur les scénarios les plus pénalisants du GIEC à différentes échéances, 2030, 2050, 2100, et nous travaillons là sur plusieurs modèles aussi climatiques, comme je vous l'ai dit. Il y a évidemment un très gros débat sur la problématique des précipitations. Vous savez qu'aujourd'hui, aucun modèle ne donne... Autant les trajectoires de température sont assez bien cernées, autant le problème des précipitations est très variable. Nous avons des modèles qui nous disent qu'il va pleuvoir plus, il y a des modèles qui nous disent qu'il va pleuvoir moins, il y a des modèles qui nous disent que ça sera différent entre l'été et l'hiver. Il y a une foule de modèles différents. En matière de précipitation, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de données scientifiques qui permettent de dire l'avenir du climat, c'est comme ça, ce qui pose évidemment derrière le problème de simuler les étiages sévères demain. C'est une vraie question et ça pose bien sûr toute une série de verrous scientifiques qui doivent encore être levés pour qu'on puisse travailler sur comment l'eau va se positionner. Ce qu'on peut se dire quand même, c'est que globalement, cette tendance aux grands anticyclones qu'on a vécu depuis plusieurs années, particulièrement cet hiver, montre que l'anticyclone des Açores a tendance à remonter vers le nord. On s'oriente vers un climat qui ressemble donc un petit peu à celui de l'Espagne, en tout cas pour le sud de la Loire, ce qui veut dire effectivement plutôt des précipitations hivernales et très peu de précipitations en été. C'est ce qu'on vit, c'est une tendance qu'on voit. Pour autant, cette tendance ne peut pas être aujourd'hui totalement certifiée par la science. C'est des tendances météo qu'on voit, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est vraiment le dérèglement climatique. Pour autant, c'est quand même ce qu'on vit en gros depuis 2015. Voilà, j'essaye d'aller vite. Vous m'avez dit 5 minutes, je dépasse un petit peu, mais je vais faire mieux. Alors, je laisserai mon collègue se positionner sur la dualité ASN-IRSN et combien de fois nous avons dérogé cet été, mais si j'ai tous les éléments, si vous en aviez besoin. Et puis, alors, sur la complémentarité hydraulique et centrale nucléaire, il faut bien comprendre que nos grands anciens ont fait un choix dès l'origine, qui est le choix qui nous a permis d'avoir certainement le système électrique aujourd'hui le plus résilient et l'électricité pendant très longtemps la moins chère d'Europe. Le modèle électrique français a été de dire que l'hydraulique et le nucléaire ont été imaginés ensemble. Donc on peut évidemment faire évoluer le mix énergétique comme on le souhaite, mais à l'origine,
les équipes de Marcel Boiteux et les grands ministres qui ont présidé à la mise en place du parc nucléaire ont raisonné hydraulique et nucléaire de façon conjointe. On voit aussi que dans la plupart des pays qui aujourd'hui ont un très fort développement du mix énergétique nucléaire, cette démarche est reprise. Et donc, on voit quand même qu'il y a une cohérence, même si, bien sûr, ça n'exclut pas un travail sur le solaire photovoltaïque, sachant quand même, sans vouloir taquiner le solaire, on n'en produit pas la nuit, mais néanmoins, il y a bien sûr une démarche intéressante autour du solaire qui doit absolument être développée. Le maintien du nucléaire n'exclut évidemment pas le non-développement, bien au contraire, des énergies renouvelables. Merci beaucoup. Monsieur Catton. Oui, alors il y avait une question sur les compétences de l'ASN en la matière. Je pense que l'ASN souffre, comme beaucoup et comme je l'ai exposé, de la sectorisation qui existe ou qui existait jusqu'à présent dans le domaine. Donc nous avons évidemment des spécialistes des agressions climatiques, nous avons évidemment des spécialistes de la protection de l'environnement. Ce qui nous manque, c'est encore une fois peut-être cette vision intégratrice. Alors, est-ce un problème de compétences ou d'organisation? Je ne sais pas vous dire actuellement. En tout cas, c'est un sujet qui est bien identifié et qui a largement été mis en lumière également par le rapport de la Cour. Sur les hypothèses prises en compte pour définir les niveaux d'étiage dans la démonstration de sûreté des réacteurs, en fait, le retour d'expérience montre qu'il n'y a pas vraiment de sujet. En fait, l'étiage n'a pas vraiment un impact. Les étages qu'on vit en ce moment n'ont pas vraiment un impact direct sur la sûreté des réacteurs. On est très loin des niveaux qui sont pris en compte, des niveaux minimaux qui sont pris en compte. Ces niveaux minimaux, ils sont définis sur la base du retour d'expérience, auquel on rajoute des marges qui sont assez importantes. L'impact des étages est encore une fois pas sur le risque accidentel, il est plutôt sur l'impact sur l'environnement, en fait, l'impact de la centrale sur l'environnement. En ce qui concerne le risque de submersion, donc sur ce risque de submersion, l'ASN a publié un guide qui concerne en fait tous les risques d'inondation des sites nucléaires. Ce risque est pris en compte en regardant la probabilité d'avoir chaque type d'inondation. On parle là sur plutôt des périodes de retour de 1000 ans, auxquelles là aussi on rajoute des marges. On prend en compte notamment la marée la plus importante, une surcote liée à un grand vent. Voilà, donc on empile en fait dans ces démarches des marges et ça peut conduire éventuellement à renforcer des digues. Donc là, il y a des travaux en cours, notamment à Gravelines et au Blayais. Par ailleurs, il y a toujours la possibilité qu'un événement vraiment exceptionnel dépasse les valeurs prises. Dans ce cas-là, les moyens qui ont été ajoutés sur chaque site nucléaire à la suite de l'accident de Fukushima apportent une réponse. C'est l'idée ce qu'on a appelé le noyau dur. Donc, c'est des dispositifs qui permettent d'aller au-delà du niveau pour lequel la centrale est dimensionnée. Ça apporte de la résilience, des moyens à la fois, globalement, pour amener de l'eau, de l'électricité. Ce sont les éléments essentiels pour ensuite pouvoir gérer une crise nucléaire. Et puis je mentionne que ces niveaux, ils sont, comme je l'ai dit, réévalués tous les 10 ans. Donc, tous les 10 ans, on s'adapte à l'évolution des connaissances. Voilà. Sur la réforme du contrôle, je me permettrai de ne pas répondre précisément, mais évidemment qu'une réforme du contrôle, elle doit prendre en compte l'ensemble des missions de l'instance de contrôle. Et ces missions, elles doivent être assurées dans la durée. Voilà. Je pense qu'il n'y avait pas d'ambiguïté ni dans la situation actuelle, ni dans le projet qui a été mis sur la table par le gouvernement. Merci, monsieur le directeur. Madame la présidente. Je vais me permettre de répondre très brièvement en 3 points. Sur la méthode, sur les arbitrages et sur les dérogations apportées. Je vais commencer par là parce que je pensais que M. Catton aurait peut-être répondu, mais c'est très simple. Il y a eu 5 dérogations apportées sur 5 centrales au cours de l'été entre mi-juillet et le 11 septembre.
sur les centrales sans surprise dites thermosensibles, Bugey, Blayais, Saint-Alban, Golfech, Tricastin, que j'ai cité d'ailleurs dans mon diaporama. Et je rassure tout le monde, ça a été une utilisation effective sur des très courtes durées. Donc, il n'y a pas lieu d'affoler non plus sur les dérogations consenties à l'application des normes environnementales. Sur la méthode maintenant, 2 points. Comment identifier, pour répondre au rapporteur général, les investissements qui relèveraient du changement climatique? Écoutez, la comptabilité, c'est un ensemble de conventions. La comptabilité analytique, ça permet de taguer des dépenses et de les identifier. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des préoccupations environnementales qui se font jour, toute grande entreprise, qu'elle soit publique ou privée, se doit, dans l'exercice de sa responsabilité environnementale et sociale, et dans l'exercice de sa responsabilité en termes de communication extra-financière, d'identifier les investissements. J'ai été rassurée parce que la représentante d'EDF disait « les investissements sont devant nous ». Donc pour l'instant, effectivement, ça a été un peu infime, mais je crois que là, il faut avoir un peu de volontarisme compte tenu de l'ambition que porte l'exploitant sur le parc existant et sur le parc à venir. Sur les questions de structure, je me limiterai à dire que la Cour a produit des rapports en 2018 sur l'ASN, en 2021 sur l'IRSN. Ces rapports sont disponibles, ils ont pu être communiqués au Sénat parce qu'on les communique au Parlement même s'ils ne sont pas publics, je précise bien. Et en tout cas, il nous semble, nous, que ce n'est pas tant une affaire de structure, mais quand on parle d'approche systémique, c'est la capacité des acteurs à se parler, à utiliser le même vocabulaire et surtout à définir des méthodes communes, que ce soit dans les grands principes à l'échelon national ou que ce soit dans la déclinaison à l'échelon local. Mais M. Cateau, tout à l'heure, a donné des illustrations dans son exposé qui permettent d'être confiants sur notre capacité à. Mais c'est souvent la difficulté. On préconise toujours une nouvelle structure, mais finalement, c'est tout simplement l'art de pouvoir se parler et de pouvoir échanger en toute franchise. Aujourd'hui, les rôles sont clairs. L'IRSN a un rôle d'expertise. Elle rend ses avis publics, c'est totalement transparent. Et l'ASN, sur la base de ses avis, prend des décisions. Voilà. La Cour ne peut pas en dire plus parce qu'elle n'a pas écrit plus. C'est tout simple. Sur les arbitrages maintenant, alors, sur les arbitrages entre l'hydraulique et le nucléaire sur un même cours d'eau. Bon, on est très conscient de ces questions. Alors, il s'avère, je ne dévoile pas un scoop, notre premier président a annoncé un rapport public annuel sur l'adaptation au changement climatique en 2024, et c'est une problématique qui sera abordée dans le cadre de ce rapport. Sur les arbitrages maintenant avec les autres usages, là aussi, on vient de sortir un rapport public annuel, notamment sur la politique de l'eau, qui annonce un rapport approfondi sur la gestion quantitative de l'eau. Je ne peux pas en dire plus, ça sortira dans les prochains mois et les sujets seront très clairement abordé. Et voilà, j'ai répondu, je pense, à l'essentiel des questions. Merci beaucoup. Et pour conclure cette commission, donc je passe la parole à notre rapporteure spéciale, Christine Lavarde. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je n'ai pas formulé de propositions complémentaires aux recommandations de la Cour des comptes. Donc ce que je vous propose, c'est d'autoriser la publication du rapport de la Cour, en fait, avec mes propos liminaires. Puisque... Bon, merci beaucoup. Mais du coup, oui, je propose à la Commission d'autoriser la publication de l'enquête de la Cour des comptes en annexe du rapport d'information de notre collègue rapporteur spécial. Tout le monde est d'avis de l'autoriser. Je vous en remercie. Et du coup, je vous remercie vraiment, Madame la Présidente, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, ainsi que les équipes qui vous accompagnent, pour à la fois le travail important qui a été mené et puis l'ensemble de vos interventions qui sont venues éclairer la Commission des finances sur ce sujet très important. Et merci à notre rapporteur spécial. Merci beaucoup.